Et nous sommes de retour dans la troisième partie de Sarthe et Moide avec Claude Sosro, toujours réalisateur, cofondateur des 24 cours. Dans quelques minutes, on parlera de ce long métrage en préparation qui sera tourné au mois de juillet prochain, Le Signe des héros, un film labellisé 100% Sarthe. Encore une fois, ouais, tout est labellisé. Et même la troisième partie, vous allez voir, elle est labellisée 100% Sarthe, puisqu'on fait un focus sur tous ceux qui font la Sarthe. Guillaume Livet, bonsoir. Bonsoir, rien. Bonsoir, vous êtes boulanger, pâtissier, gérant de cette institution, la Panetière, qui existe depuis 40 ans. Oui. Vous êtes la troisième génération. Alors, je suis la quatrième génération de boulanger et la troisième au même endroit, oui. À cet emplacement-là, avenue Mitterrand, bah, évidemment. La Panetière, tout à On fait. va en parler dans quelques instants. À côté de vous, Gisèle Marie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. On va parler de votre ouvrage, Pontlieu, chronique des années 50 à aujourd'hui, aux éditions Sutton. Un ouvrage, vous parlez de cette métamorphose de Pontlieu, des années 50 à aujourd'hui. Vous l'avez connu enfant, ça a bien évolué depuis. Je l'ai connue enfant, je l'ai connue adolescente. Je l'ai perdue de vue parce que je me suis exilée en Normandie pendant 14 ans et j'ai retrouvé un Pontlieu métamorphosé. Voilà. On en parlera dans quelques instants. Et à côté de vous, Jean-Yves Poignant. Comment ça va, Jean-Yves? Ça va. Vous connaissez Pontlieu aussi? Oui. Ça patoise aussi là-bas à Pontlieu? On n'a pas le temps parce qu'il y a un grand rond-point. Bah justement, on en parlera de ce grand rond-point évidemment. On patoise ce soir? Oui. Quel est le... Il y a plusieurs mots, c'est ça? Alors je ne sais pas tout, ils ne me disent plus rien maintenant, mais patoisant. Ah, je t'ai dit un mot. S'assoîtrer, le verbe s'assoîtrer. S'assoîtrer, donc on découvrira. Ça, Claude, vous savez ce que c'est, s'assoîtrer? Peut-être, enfin si c'est... Honnêtement, je ne suis pas un spécialiste, mais on peut peut-être deviner, on verra. Ah bon, on le découvrira dans quelques instants, mais pour l'instant, messieurs, dames, c'est le passionné de la semaine. Alors Guillaume Livet, vous êtes maître artisan boulanger pâtissier, propriétaire de la Panetière, vous êtes aussi vice-président du syndicat de la boulangerie en Sarthe. Tout à fait. Cette boulangerie, elle existe depuis 1971, c'est vos grands-parents qui s'y sont installés. Tout à fait, c'est ça en fait. Donc mes parents étaient déjà installés, mes grands-parents ont tenu d'autres affaires, toujours sur la Sarthe et entre autres sur le Mans. Et toute la percée centrale s'est construite entre 65 et 70, ça a évolué encore après. Et donc en fait, il faut bien penser que le centre du Mans, c'était que des petites mancelles, d'où le nom. Et donc ils abattaient les mancelles et ils construisaient les immeubles qu'on a un petit peu en percée centrale. Et donc on relogeait un petit peu et les habitants et les commerçants. Et donc mes parents ont tenu leur première affaire à l'angle de la rue Berthelot, à côté de la couture et de la préfecture. Voilà, donc c'était les premiers locataires de la boulangerie. Et mes grands-parents étaient, je dirais, un petit peu à l'opposé, avenue de la préfecture à l'époque, qui est maintenant avenue François Mitterrand. Voilà. Donc là, c'était en 71. Et puis donc une évolution, la restauration a été développée en 1994. C'est ça, c'est tout à fait. Alors donc dans un premier temps, donc mes parents ont repris la suite de mes grands-parents qui partaient en retraite et donc ont créé vraiment la Panetière. Voilà, en cette année-là. C'est dans les années 80 que la Panetière s'est créée. Voilà, 80. Tout à fait. Et je dirais qu'à côté c'était un cul-de-sac, c'est-à-dire que la route ne débouchait pas jusqu'aux Jacobins. Et en 81, 82, ils ont commencé à faire justement cette artère qui est l'avenue Mendès-France. Et donc là, toujours à côté, c'était un terrain vague. D'accord. L'immeuble s'est construit et donc à cette partie-là, donc en 90, ça s'est construit de 90 à 92, 93 et en 94, ils ont fait l'extension de la boulangerie en développant la restauration rapide. Voilà. C'est quoi les raisons du succès de la Panetière? C'est une institution au Mans. Les uns les autres, vous connaissez la Panetière? Gisèle, évidemment. Ah, bien sûr, et je dirais même que j'étais cliente chez vos parents. Voilà. En allant au lycée, je ne manquais jamais de m'acheter un petit gâteau. On passe toujours là-bas quand on a un petit souci, qu'on n'est pas bien. Et maintenant, il m'arrive encore de fréquenter la Panetière. C'est le genre de discours que vous avez régulièrement. C'est ça, tout à fait. C'est que donc on a, moi j'ai des clients que j'ai connus, qui m'ont connu enfant, parce que forcément étant et que je retrouve maintenant. Et genre, on a les grands-parents souvent, les parents, les petits-enfants. Et ce qui fait, je pense aussi, c'est la continuité de la tradition et toujours essayer de faire le meilleur avec les meilleurs produits et puis essayer de donner l'accueil le
plus possible, parce que c'est ça, et pérenniser en fait l'enseignement qu'on a eu et les connaissances qu'on a eu, le savoir, transmettre le savoir. Aujourd'hui, on parle d'un retour vers les commerces de proximité, des circuits courts, mais c'est compliqué aujourd'hui d'être commerçant. Alors, je dirais, alors ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on a une modification un petit peu de la consommation, du mode de consommation. Par contre, je pense qu'on a une carte à jouer en tant qu'artisan, et alors que ça soit boucher, boulanger, on retrouve un petit peu les gens, on en marre d'aller dans des grands centres, prendre les véhicules, se déplacer, et donc je pense qu'on revient vers le commerce de proximité, vers du fabriqué maison, de la qualité. Les gens sont attentifs, ils veulent savoir, avoir une traçabilité sur les produits, savoir qui les fabrique, avec quoi. Et c'est vrai que l'artisan peut renseigner le client, et je dirais on personnalise aussi un peu nos produits. Il y a une véritable difficulté du travail en tant que boulanger. Vous m'expliquez qu'il y a plusieurs équipes, notamment une qui se lève à 2h du matin. C'est ça, parce que je dirais qu'on travaille encore comme nos ancêtres. Donc on commence à 2h du matin. On a des plages horaires et d'ouverture assez grandes, puisqu'on ouvre le magasin à 7h, on ferme à 20h. La fabrication du pain, ça prend du temps. C'est un petit peu l'opposé de ce qui se passe actuellement, où tout va très vite. Internet, choses comme ça va très très vite, la technologie. Et nous, on est encore sur des produits qui demandent du temps, donc de la fermentation, et ça prend du temps, donc c'est pour ça qu'on commence encore. J'ai des équipes qui commencent à 2h du matin, alors qui finissent de bonne heure, et en fait on se relaie, c'est vraiment un travail d'équipe, donc on se relaie, on se transmet les informations. Travail d'équipe aussi, un travail multiple, il ne suffit pas d'être artisan, commerçant, de servir, de faire le pain, mais il faut être aussi bon manager, bon communicant. Ça, c'est les missions des artisans aujourd'hui. Tout à fait, c'est un petit peu la problématique qu'on a, c'est que nous, on a une formation, je dirais, à la base de boulanger-pâtissier, même qui se développe un peu vers le traiteur, on l'a vu. Mais il faut compléter tout ça maintenant. C'est pour ça qu'il faut être très bon. Et pour continuer d'exister, c'est qu'il faut non seulement être un bon boulanger-pâtissier, mais en plus, il faut être un bon manager, un bon gestionnaire, on parlait aussi du marketing. Parce que pour exister, il faut rester tout ça. Et ça, c'est vrai que ça demande une formation un petit peu sur le tas, et c'est pas notre formation première, mais malheureusement, c'est indispensable maintenant. Voilà. Et vous participez aussi à différents concours, la galette des rois, la tarte aux pommes, le croissant, la tradition. Voilà, vous avez de nombreux prix régulièrement. Disons que ça nous permet un petit peu de se confronter entre artisans, d'échanger aussi des recettes, et puis ça fait plaisir à notre personnel, ça fait plaisir à nos clients, c'est la reconnaissance. Et c'est vrai qu'on essaye au maximum d'être le mieux placé, ça c'est toujours un petit peu l'esprit de compétition aussi, et puis d'être présent, et ça c'est très important. Bon, on invite tout le monde évidemment à aller à la Panetière et à profiter de ces délices qu'on peut trouver dans cette excellente et succulente boulangerie, pâtisserie, et qui fait aussi évidemment restauration. Vous connaissez Pontlieu évidemment, Guillaume? Bien sûr. On va en parler dans la Sarthe Vupart. Alors Gisèle, on parle évidemment de Pontlieu, de cette métamorphose chronique des années 50 à nos jours. C'est comme ça que cet ouvrage s'intitule. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un véritable... Vous posiez un regard nostalgique sur ce quartier que vous avez connu à la base enfant. Vous n'habitiez pas Pontlieu, mais vous habitiez le quartier du Maroc, qui était un peu plus haut. Voilà, et mes parents étaient boulanger, pâtissier, boulevard Jean-Jacques Rousseau. Et ben voilà, le tour est fait et les relations sont établies. Mes grands-parents étaient dans le quartier de l'Oasis. Ah ben voilà. À peu près les mêmes années. Donc vous avez parlé d'un sujet que je connais bien. Bon. Donc vous traversiez évidemment ce quartier de Pontlieu enfant? Enfant peut-être pas, parce que j'étais scolarisée à l'école Jules Ferry, l'école de quartier. Mais pour aller au lycée, il me fallait traverser la place de la Lune, bien évidemment, pour aller prendre le trolleybus. Ah, donc c'est à ce moment-là que vous avez découvert... Et c'était une aventure de prendre le trolleybus. Et c'est ce que vous dites, on disait que l'on allait au Mans pour faire les démarches administratives. Vous considérez Pontlieu comme un village? Ah ben parce que c'était un village. Véritablement, c'était une entité. Et aller en ville, aller au Mans, c'était vraiment quand on avait des choses importantes à faire. Mais sinon, la population de Pontlieu vivait sur Pontlieu. Beaucoup de commerçants, de festivités. Jean-Yves, vous avez connu cette période de Pontlieu? Moi, j'avais qu'un vélo, alors c'était pas facile. Je venais pas au Mans souvent, à 35 km. Hein. Non, mais j'ai connu,
Non, c'est plus vieux, c'est... on dirait dans les années 50, 60. Non, mais je parle des années 50. Voilà, on commence. Mais du coup, comment s'est fait... tout juste, Comment s'est fait cette évolution? Puisqu'aujourd'hui, dans l'ouvrage, on parle d'un quartier de passage. C'est un lieu où on habite, mais pas spécialement un lieu. C'est un lieu voilà, où on traverse aujourd'hui. La place de la Lune est devenue un échangeur. Donc il n'y a plus tous ces commerces qui faisaient la vie du quartier. Et il est toujours problématique d'y circuler en voiture, mais également à pied, parce que le trafic est intense. Vous dites plus de platanes, plus de monuments aux morts, plus de traces de ce passé festif et dynamique de Pontlieu. C'est exact. Cela dit, je pense qu'il faut quand même moduler un peu le propos, car je pose sur Pontlieu le regard d'une dame âgée, mais je pense que les jeunes qui vivent à Pontlieu le voient d'une façon totalement différente. Et puis, il faut aussi considérer que le mode de vie a changé. Donc, les Pontlieuards trouvent encore leur compte à Pontlieu. Et puis, maintenant, grâce au tramway, Pontlieu est partie intégrante de la ville du Mans. Il n'y a plus cette démarcation. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, cet ouvrage, c'est pas aussi faire découvrir ce quartier à ces jeunes habitants, cette nouvelle génération qui s'installe à Pontlieu aujourd'hui? Eh bien, vous avez tout à fait raison, parce que je trouve important pour les jeunes qu'ils sachent comment était le Pontlieu de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Donc, ce n'est pas qu'un regard nostalgique sur ce quartier? Ce n'est pas qu'un regard nostalgique. Il est distancié, mon regard, parce que je prends en compte l'évolution des mœurs, la mutation profonde de la société. À découvrir évidemment aux éditions Sutton. On le trouve où, l'ouvrage, Alors, Gisèle? On le trouve chez Tuard, où je ferai une séance de dédicace samedi prochain, chez Doucet, au Fontenelle, le Leclerc, donc route de Bonnétable, et j'ai demandé qu'il soit présent au Carrefour, à l'hypermarché, bien évidemment. Évidemment. Parce que les Pontlieuards font leurs courses à Carrefour. Donc vous habitez à Pontlieu, direction Carrefour évidemment, pour vous procurer ce bel ouvrage. Est-ce que vous patoisez, Gisèle? Vous parlez un peu patois? Alors, dans ma jeunesse, j'ai entendu le patois. Oui. Et j'ai rencontré le président des patoisans de Malicorne. Jean Revers. Jean Revers. Qui n'a pas osé venir là. Oui, on lui a proposé de venir sur le plateau, alors, mais il est trop timide pour l'instant. Comme c'est dommage. Mais on en a un autre patoisan qui est très très bien. Hein. Mais oui, je n'en doute pas. On y va? C'est le patois de la semaine. Claude, est-ce que vous patoisez un petit peu alors J'en connais un aussi, bon. effectivement. Celui-ci, vous connaissez? Oui, je le connais bien. Bon, on parle de quoi ce soir, Jean-Yves? Eh bien, on va commencer par le verbe s'assoitrer. Eh bien, allons-y, on va s'assoitrer. C'est quoi? C'est s'asseoir? Pas du tout? Ah, pas du tout. Voilà, de toute façon, je suis toujours à côté. Donc, c'est quoi s'assoitrer? Alors, je connais pas la vie privée de tous ici, mais ce que je sais, c'est que Claude n'est pas assoitré. D'accord. Et moi? Eh ben, je ne sais pas. D'accord. Et ben, on va donner quelques explications. Alors, une première explication, qui est une expression assez connue en Sarthe, c'est vivre à la colle. Alors, vivre à la colle. Voilà. Vivre à la colle. Oui, oui. Alors, vivre à la colle, c'est le concubinage. D'accord, donc ça veut dire qu'on vit en concubinage sans être marié, c'est ça? Oui, voilà. Sans être paxé aussi. Sans être paxé. Alors donc là, c'est le côté officiel. Ça se dit s'assoitrer. S'assoitrer, c'est le mot patois pour dire ah bah ils sont assoitrés depuis déjà au moins 3 semaines, quoi. Enfin, ou 10 ans. Voilà, c'est une relation qui débute sans contrat de mariage ni pax éventuel. Autre mot? Autre mot, sécaloiser. Sécaloiser. Une idée autour de la table? Guillaume? Du tout. Eh bien, ça, c'est du visuel. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout gêné à table. Qui s'installe tranquillement. Oh, j'ai aucune idée de l'origine, mais je sais qu'il est employé. On le répète, le mot, j'ai déjà... Pardon. Sécaloiser. Sécaloiser, ça veut dire, oui, écarter des bras, les coudes. Alors, celui-là, on le met en bout de table, généralement. C'est vrai. Voilà. Hein. Alors, ensuite, encrucher ou crucher. Notre chatte, elle est encruchée sur le fin haut de l'armoire. Ah oui. Alors, donc la chatte est sur le haut de l'armoire, elle est bloquée, juchée sur le haut de l'armoire. Voilà. Bravo Gisèle. Ça, c'est assez souvent que les chats préfèrent une position assez haute. On répète le mot, pardon? Encluché. Encluché. Ou cruché. Ou cluché. Cruché aussi, oui, voilà.
Alors, romionner, le verbe romionner. Gisèle, une idée? C'est ruminer quelque chose, radoter, c'est pas ça, non? Ah non, il y a une idée quand même, mais ça romionne là-dedans. Ça romionne. Alors ça peut être des maux d'estomac, ça peut être du ballonnement, ça peut être aussi ça gargouille, ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes de poumons. D'accord. Voilà. Il y a un bruit, voilà, ça romionne. Voilà. Bon. Un dernier mot? Un dernier mot, profiter, le verbe profiter. Profiter de la vie, profiter de... Sortez-moi de là. Ah ben non. Ton cagnou, hein, il a drôlement profité. Il a pas dû manger que des truffes. Donc c'est quoi? C'est profiter de la vie, mais par... Non, profiter, il a profité, c'est qu'il s'est bien développé. D'accord. Voilà. Comme nous. Oui, voilà. Il est pour rester rachitique, quoi. Bon. Merci Jean-Yves pour ces mots, c'est toujours un plaisir de t'avoir, allez je te tutoie, de t'avoir sur le plateau, c'est un grand plaisir évidemment de nous avoir tous les trois. Merci Gisèle, on rappelle, Pontlieu, chronique années 50 à nos jours dans les bonnes librairies et les bons endroits, et puis Guillaume Livet, on invite évidemment tous nos téléspectateurs à aller se restaurer. Encore un peu dans les galettes, encore un petit peu. Oui, encore dans les galettes, on est encore au mois de janvier. Hein, donc, tout à fait. Merci en tout cas à vous trois d'être venus. Merci beaucoup. Claude, nous allons passer maintenant aux 5 dernières minutes. Alors Claude, on parle évidemment de vous maintenant. Vous êtes professeur des écoles depuis 20 ans, mais aussi réalisateur. Oui, aussi, maintenant de plus en plus réalisateur. Réalisateur de courts-métrages. De courts-métrages, oui. Vous avez créé, vous avez tourné 7 à 7, ça 8. fait 10 ans que je dis que j'en ai fait 7. Donc, c'est les chiffres dont j'avais. En fait, je retire les premiers, je sais pas. Enfin voilà, j'en ai fait 7 ou 8, ouais. Donc 4 qui ont été plus aboutis. Oui, c'est ça. En fait, les 4 derniers, enfin surtout les 2 derniers ont été remarqués en festival, ont été très largement diffusés. Notamment Autre Départ qui a reçu de nombreuses récompenses. Voilà, les Autres Départs, alors notamment parce que c'est le film qui a été récompensé, c'est le travail du réalisateur mais des acteurs et de tout le monde, hein, c'est un objet. Hein. Mais il a été traduit et sous-titré en italien, espagnol, anglais, ce qui fait qu'on a pu aussi le proposer dans le monde entier, ce que j'avais pas fait sur les autres. Et puis Le Saint de Stockholm, dans lequel Jean-Yves joue. Ah, je ne savais pas. Il y a beaucoup de jeux de mots, donc le sous-titrer dans une autre langue, c'était compliqué. Donc voilà. Mais c'est vrai que le dernier a bien fonctionné. Et puis le projet de long métrage, c'est Le Signe des héros, qui sera tourné en juillet en Sarthe. Donc le tournage aura lieu juillet-août 2018. À peu près, on va commencer vers le 10 juillet. Sur 6 semaines. C'est génial. Donc les lieux sont définis déjà Alors justement, tout à l'heure, je regardais Fresnay-sur-Sarthe, mais bon, ce sont les lieux touristiques, donc nous, c'est pas ce qu'on recherche. Mais ceci dit, on va tourner dans le Nord-Sarthe, c'est pratiquement certain. Vers où du côté de Sillé-le-Guillaume, par exemple. Alors, il y a un hameau qu'on a repéré, mais on y est allé, il y avait du brouillard. Et donc il faut y retourner. C'est pas dans un village, c'est entre Mamers, voilà, c'est à une dizaine de kilomètres de Mamers, mais je suis incapable d'y retourner pour l'instant. Et vous avez fait un grand casting, 300 candidatures reçues pour différents rôles, c'est ça? Alors en fait, il y a 2 rôles principaux. Il y a un adulte qui est Raphaël Almosny, donc ça vous l'aviez d'avance. Ça c'était calé depuis longtemps. Le film a été dès le début écrit en pensant à lui. Par contre, il y avait une enfant en face de lui. Et alors justement, dans Les Autres Départs, il y a une petite fille qui s'appelle Nora. Qui était parfaite pour le long métrage, mais effectivement Nora a grandi puisque c'était en 2015. Donc j'ai fait un casting et effectivement 300 mails, donc j'ai pas de secrétaire, hein. C'est moi qui réponds. Donc, vous êtes aussi directeur de casting. Aussi, on fait tout, hein, c'est un peu comme un court métrage pour l'instant, enfin sur cette partie-là. Donc j'ai rencontré des enfants, et puis effectivement Rachel est apparue et c'est elle qui aura le rôle principal. Rachel, j'ai peur de d'écorcher son nom de famille, Nashraer, voilà. Je ne l'ai jamais prononcé. Bon, je l'ai écrit, mais... On restera sur Rachel alors. L'histoire de ce film, une enfant qui vit seule avec sa mère en province et qui est à la recherche de son père et qui va découvrir ce voisin qui va voir comme un super-héros parce qu'il a un bracelet électronique, c'est ça? C'est bien pitché, ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'elle... Elle voit en lui le super-héros alors qu'un bracelet électronique, c'est pas spécialement être un super-héros, voilà, ou d'une certaine manière. Exactement. Enfin, surtout à la cheville, et un bracelet assez discret.
Et ce type qui effectivement sort de prison ne croit plus en rien, ne croit plus en lui, c'est un homme mort entre guillemets. Et elle le prend pour quelqu'un qui est en pleine lumière, quoi, qui doit être en pleine lumière, c'est un super-héros. Donc voilà, c'est le point de départ. Elle veut retrouver son père, elle est persuadée que lui, le bracelet, on retrouve les gens avec ça. Donc voilà, c'est le début. Alors ça, c'est l'amorce, et puis après, effectivement, l'idée, c'est de se transformer les gens, quoi. Je vous propose de regarder quelques images, il y a un teaser qui existe, qui a été fait. On le regarde ? Ouais. Allons-y. Sur nos amours, l'effroi dans l'âme sous un ciel. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces films? Un réalisateur, Claude Saucereau, qui se souviendra de moi. C'est pas un hamster, c'est un cochon grand. Non, c'est pas pareil. Albert Gasparovitch, pompiste à Longe-la-Gilberte. 7 films tournés en Sarthe, souvent avec des enfants. Remarquable. On va choisir en général un thème parce qu'on est sensible à ce thème, autrement on passe pas autant d'heures dessus. C'était ton ami hier, celui avec qui tu parlais tout bas, le premier type. J'ai pas d'amis. Ah non, on a 254. C'est beaucoup trop. Puis on n'a pas 254 amis comme ça. Combien de temps tu vas pouvoir tenir comme un héros qui voit la mort. Arrête maintenant. Sans le vent souffler sur ta télé. L'armageddon de l'électricité. Une centaine de sélections dans le monde entier. Une trentaine de prix en festival. Des diffusions. Arte Créative, Short TV, LM, TV Sarthe. Aux États-Unis, en Colombie, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Je regarde la pièce comme ça. Les gars avec la télé sont sur le côté. Le 9e. Reste pas ici, Billy. Quitte la station. Et là maintenant, 7 courts-métrages. La longueur d'un long-métrage. Dans le fond, c'est ta mère qui a raison. 2 enfants sartois, Rachel et Paul, dans les rôles principaux, aux côtés de Raphaël Almosny. Il est chez toi, non? Non, il a disparu. Alors un coup de pouce pour aller au bout de cet amour. C'est quoi ce mensonge? On disparaît pas comme ça. Made in Sarthe. Voilà un extrait de ce teaser, c'est des extraits de courts-métrages que vous avez tournés. Ouais. Est-ce que nous, chez nous, si on regarde Sarthe et moi de là ce soir, on peut participer au financement encore aujourd'hui de ce long-métrage? Oui, parce que c'est en fait, c'est toujours compliqué de monter un projet comme celui-ci. On est très déterminé, il n'y a aucun souci. Donc c'est produit par Bertrand Guéry, c'est accompagné très largement par LMTV, Pascal Brelon. Donc, et il y a un distributeur, c'est-à-dire qu'il y a une sortie en salle. Mais le financement, on est encore à régler des choses par rapport au financement. Et donc, il y a une campagne, alors c'est pas... il y a un site internet qui s'appelle lesignedehéros.com et il y a une page pour les gens qui veulent soutenir. Et il y a beaucoup de Sartois qui ont accompagné ce film. Voilà, peu importe les sommes, hein, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais l'idée c'est que ça crée une dynamique aussi autour du projet. C'est des gens aussi parfois qui viennent nous aider pour voilà, passer une semaine avec nous, pour la régie, pour donner un coup de main. C'est une aventure, hein, le film est une aventure clairement pour tout le monde, quoi. On suivra évidemment les avancées, le tournage, évidemment on en parlera sur LMTV. Dernière petite question, Claude, avant de se quitter, vous qui êtes réalisateur, quel regard vous portez aujourd'hui sur la culture, sur tout ce qui se passe aujourd'hui culturellement, cinématographiquement aussi en Sarthe, sur notre département? Alors moi je suis par exemple le festival des 24 cours, je suis, et pas le seul, puisque dans l'équipe du festival on défend cette idée. On voit souvent dans les annonces, dans les effets d'annonce, que la culture doit venir en milieu rural et qu'on doit avoir... voilà, ça doit être présent. Et je pense que, en toute humilité, nous on participe à ça avec le festival, parce qu'on maintient cette idée d'amener des courts-métrages. Tout à l'heure, je parlais du film qui avait eu le César. Il y en a eu d'autres, hein, c'était qu'un exemple parmi d'autres. En tout cas, on amène des films, on fait des choses, mais on les fait... c'est un vrai combat. C'est-à-dire qu'on est tous bénévoles, et je dirais même que ça nous coûte tous de l'argent. Et donc, le regard que j'ai, c'est que parfois, j'entends des choses, mais ce qui se passe, la réalité, ce sont des associations, en fait, qui font ça, qui amènent la culture.
et que peut-être, je sais que il y a toujours des raisons économiques et qu'il y a plein de choses qui sont compliquées, mais quand même, il ne faut jamais perdre de vue que c'est ce qui fait qu'on est ensemble et c'est ce qui unit la culture, entre autres. Donc voilà, nous en tout cas, ce ne sont pas que des mots, quoi. Et puis en plus, c'est pas notre carnet de chèques, on est vraiment dans l'action et on amène... Je pense au milieu rural parce que la Sarthe, on est quand même un département rural, il y a Le Mans, et pour le reste, effectivement, Jean-Yves sait très bien comment ça se passe. On organise des soirées, mais c'est pas que nous, mais ce sont des bénévoles en général, ce sont des associations qui amènent cette culture. Voilà. Beau message évidemment pour finir cette émission. On rappelle évidemment les 24 courses, c'est vendredi, samedi et dimanche. Et puis le long métrage évidemment qu'on suivra. Merci Claude d'avoir été mon invité d'honneur. Et à bientôt. À bientôt, merci. Bonne soirée à vous aussi, merci de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là. Et nous on se retrouve dès demain, 18h15 évidemment avec le sourire et la bonne humeur pour une nouvelle quotidienne. Bonne soirée à vous, à bientôt.